Bienvenue dans les lignes directrices sur l'hémophilie de la FMH qui nous permettent de vous aider à vous informer sur l'hémophilie et sur la prise en charge des patients atteints d'hémophilie. Il s'agit des lignes directrices pour la prise en charge de l'hémophilie et de la 3e édition qui a été publiée en 2020 dans la revue Hémophilia. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le chapitre 2, à savoir la prise en charge globale de l'hémophilie. Nous sommes très heureux de présenter ce chapitre 2, prise en charge globale de l'hémophilie, au nom des auteurs qui sont Elena Santagostino, Alison Dougal, Matthew Jackson, Kate Kerr, Richard Mohan, Kim Chu, Augustus Nedzinskas, Margaret Ozello, Marike Vandenberg, Glenn Pierce et Alok Srivastava. Ce qui nous semble vraiment important ici, c'est que nous disposons de l'avis de personnes atteintes d'hémophilie ainsi que de professionnels de la santé. Avant de passer au chapitre 2 et de parler de la prise en charge globale de l'hémophilie, nous voudrions vous présenter brièvement l'hémophilie en elle-même. L'hémophilie est un trouble hémostatique congénital rare lié au chromosome X. Les gens naissent avec. Il existe une hémophilie acquise, mais nous n'en parlerons pas dans ces directives. L'hémophilie A est caractérisée par une déficience du facteur de coagulation 8. Elle est parfois appelée hémophilie classique. L'hémophilie B se caractérise par une déficience du facteur de coagulation 9. Elle est aussi appelée maladie de Christmas. Entre 30 et 50% de tous les nouveaux cas d'hémophilie sont dus à une mutation génétique spontanée ou à une variante du gène qui produit le facteur 8 ou le facteur 9. Environ la moitié des personnes que nous voyons avec un diagnostic récent d'hémophilie grave n'ont pas d'antécédents d'hémophilie. Bien entendu, un diagnostic précis est essentiel car les hémophilies A et B se présentent de la même manière. Nous devons savoir si vous êtes atteint d'hémophilie A ou B afin de pouvoir vous administrer le traitement approprié. L'hémophilie A est beaucoup plus fréquente que l'hémophilie B. Entre 80 et 85% de tous les patients hémophiles sont atteints d'hémophilie A. L'hémophilie E est beaucoup plus rare, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas l'avoir. Il y a beaucoup de personnes atteintes d'hémophilie B. La prévalence pour 100 000 hommes est donc beaucoup plus fréquente pour l'hémophilie A, 17,1, et beaucoup moins pour l'hémophilie B, 3,8. La prévalence à la naissance est plus élevée pour 100 000 hommes qu'elle ne l'est dans la population. Malheureusement, cela s'explique par le fait que certaines personnes atteintes d'hémophilie meurent et que d'autres sont mortes avant d'avoir reçu un diagnostic. Ainsi, sur la base de la prévalence de tous les cas d'hémophilie A et B en 2020, nous prévoyons qu'il devrait y avoir 784 000 hommes atteints d'hémophilie dans le monde. La majorité d'entre eux ne sont pas diagnostiqués. Sans diagnostic, on n'a pas accès au traitement. Le diagnostic clinique de l'hémophilie porte principalement sur les ecchymoses qui, comme vous pouvez le voir sur l'image, sont très faciles à voir chez les enfants à la peau claire. Ces ecchymoses se produisent également chez les enfants à la peau foncée. Vous ne pouvez pas les voir, mais vous pouvez les sentir. Ils présentent également des saignements spontanés qui peuvent provenir de la bouche, du nez, et des saignements excessifs suite à certaines interventions d'un professionnel de la santé. Il présente aussi des saignements articulaires à un très jeune âge, généralement vers l'âge de 10 mois, lorsqu'il commence à se mobiliser. Ces saignements sont vraiment un indicateur clé de l'hémophilie sévère. Les autres indicateurs d'hémophilie sévère sont les saignements des tissus mous et les saignements intramusculaires dès le plus jeune âge, les saignements associés aux procédures médicales, les saignements cutanéo-muqueux, c'est-à-dire les saignements du nez ou de la bouche,
et les saignements intracrâniens, c'est-à-dire les saignements dans le cerveau. La gravité de l'hémophilie est en corrélation avec le degré de déficience en facteurs de coagulation que vous avez. Il est donc important que nos laboratoires déterminent non seulement si vous êtes atteint d'hémophilie A ou B, mais aussi quel est votre taux de facteur 8 ou de facteur 9. Les personnes atteintes d'hémophilie légère ont des taux compris entre 5 et 40 unités internationales par décilitre. On parle parfois de 5 à 40%. Elles peuvent ne pas avoir de problème de saignement jusqu'à ce qu'elles subissent une intervention chirurgicale ou un traumatisme. L'hémophilie peut donc se présenter plus tard dans la vie. Les personnes atteintes d'hémophilie modérée ont des taux de facteur 8 ou de facteur 9 de 1 à 5 unités internationales par décilitre, ou UID. Elles peuvent avoir des saignements spontanés occasionnels et des saignements après un traumatisme ou une intervention chirurgicale. Là encore, ils ne se manifestent parfois qu'un peu plus tard dans la vie, mais pas aussi tard que pour les personnes atteintes d'hémophilie légère. Les personnes atteintes d'hémophilie sévère ont un niveau presque non mesurable de facteur 8 ou de facteur 9, avec un niveau inférieur à 1 UID par décilitre. Ce sont ceux qui se manifestent tôt dans l'enfance. En général, à l'âge de 8 ou 10 mois, ils commencent à être mobiles, à se mobiliser et présentent des saignements dans les articulations, les muscles et les organes. Bien entendu, toutes ces personnes atteintes d'hémophilie peuvent saigner à la suite d'une intervention chirurgicale. Si vous êtes dans un endroit du monde où l'on pratique la circoncision religieuse, il est possible que vous soyez diagnostiqué précocement, même si vous êtes atteint d'hémophilie légère ou modérée. Nous savons que la meilleure façon de s'occuper des personnes atteintes d'hémophilie est de leur offrir des soins complets. Il y a un grand nombre de professionnels de la santé qui travaillent avec les personnes hémophiles et leurs familles pour leur fournir les meilleurs soins possibles. Il ne s'agit pas seulement de soins physiques, mais aussi de soins psychologiques, par le biais de conseils, de travailleurs sociaux et d'infirmières et de médecins qui s'occupent de vous en cas d'hémorragie aiguë et qui vous apprennent à prendre soin de vous. La FMH recommande vraiment cette prestation coordonnée de soins complets par une équipe multidisciplinaire pour les personnes atteintes d'hémophilie, car nous le savons, c'est ce qui donne les meilleurs résultats. Dans le cadre des soins complets, nous recommandons que les personnes atteintes d'hémophilie aient accès à des soins d'urgence appropriés en tout temps. Ces soins peuvent être coordonnés par le centre d'hémophilie, mais dispensés localement dans un hôpital plus proche du lieu de résidence de la personne. Ces soins complets devraient disposer d'un laboratoire de coagulation capable d'effectuer les dosages de facteurs de coagulation et des tests d'inhibiteurs en temps utile. Ils devraient également disposer de concentrés de facteurs de coagulation appropriés qui peuvent être dérivés du plasma ou recombinants, ainsi que d'autres agents hémostatiques tels que la desmopressine ou l'hémicizumab et des antifibrinolytiques pour permettre un traitement rapide et approprié des personnes quand elles saignent. Nous recommandons également que les composants sanguins tels que le plasma frais congelé et le cryoprécipité fassent l'objet d'un dépistage, de tests et d'une inactivation virale adéquate en vue de leur utilisation si les concentrés de facteurs de coagulation ne sont pas disponibles. Outre le traitement à l'aide de concentrés de facteurs de coagulation des personnes souffrant de saignement, nous soulignons le rôle du physiothérapeute qui consiste à poser des plâtres ou des attelles, à immobiliser les articulations douloureuses et à fournir des aides à la mobilité et au soutien si nécessaire. Il est également très important de se rappeler que les médicaments antifibrinolytiques, dont nous parlerons un peu plus tard, sont un traitement très efficace pour les saignements des muqueuses et pour les procédures dentaires invasives.
Ils peuvent être conservés à la maison et les patients peuvent les utiliser dès le début du saignement, ce qui favorise, nous le savons, la formation de caillots et le traitement rapide des saignements. Nous recommandons également que les personnes atteintes d'hémophilie subissent un examen multidisciplinaire comprenant un hématologue, un physiothérapeute, pour effectuer une évaluation musculo-squelettique et une évaluation de la qualité de la vie au moins tous les ans. Pour les enfants qui grandissent et se développent, ce bilan devrait être plus fréquent, idéalement tous les 6 mois. Cela nous permet de nous assurer qu'aucun problème n'apparaît et que nous le détectons si nous le voyons. Il est donc important que vous veniez à ces rendez-vous de contrôle. Il se peut que votre centre de santé, votre hôpital local ou votre médecin de famille puisse assurer les soins primaires et la prise en charge de certaines des complications dues à votre hémophilie. Il est très important que cela se fasse en collaboration avec l'équipe de prise en charge globale de l'hémophilie. Nous reconnaissons que pour ceux d'entre vous qui vivent loin de leur centre d'hémophilie, c'est une bonne façon de maintenir une bonne santé et un bon suivi pour nous. Dans la recommandation 2.2.5, nous passons du traitement des personnes atteintes d'hémophilie à l'enregistrement du traitement que nous avons administré et des résultats obtenus par ce traitement. Nous considérons qu'il est vraiment important de collecter ces données de manière systématique dans des registres de patients, si possible au niveau national, afin d'en informer les responsables de l'allocation des ressources, mais aussi afin d'améliorer les soins que nous vous fournissons et de promouvoir la collaboration entre nos centres pour le partage des données et pour la conduite de recherches futures. Un autre élément clé de la prise en charge globale consiste à vous aider à vous occuper de vous-même. Il est très important de vous éduquer et de vous soutenir pour que vous puissiez vous prendre en charge, vous et votre hémophilie, chez vous, sans avoir à vous rendre constamment à l'hôpital. C'est un rôle très important de l'équipe de soins complets. Nous recommandons qu'une formation adéquate soit dispensée aux personnes atteintes d'hémophilie, aux membres de leur famille et à tous les autres soignants, afin de vous permettre de vous prendre en charge vous-même, de prendre en charge votre hémophilie en ayant une compréhension suffisante de la maladie, afin de prévenir les saignements, de prévenir d'autres complications, de planifier votre vie, d'avoir une bonne qualité de vie. Nous disons qu'il faut proposer aux personnes atteintes d'hémophilie et à leurs familles des activités de promotion de la santé, des activités d'éducation et de loisirs en collaboration avec les associations de patients. Cela vous donne l'occasion de découvrir de nouveaux intérêts, de nouvelles capacités et de construire un réseau de soutien avec les membres de votre communauté d'hémophiles. Pour les personnes hémophiles, nous reconnaissons plus que jamais que rester en forme et être physiquement actif est vraiment très bon. C'est bon pour votre force musculaire et pour la santé de vos articulations. Nous recommandons de promouvoir une activité physique régulière et une bonne condition physique en accordant une attention particulière à la santé des os, et cela peut être fait simplement par la marche. C'est vraiment bon pour la santé de vos os, pour le renforcement de vos muscles, pour la coordination de votre corps avec le fonctionnement physique, pour le maintien d'un poids corporel sain, afin que le poids que soutiennent vos articulations ne soit pas trop important. Cela favorise également une bonne estime de soi et cela signifie aussi que vous pouvez faire les mêmes choses que vos camarades. Nous recommandons le sport sans contact. Dans certains pays, il est facile de faire du sport lorsque vous avez accès à un traitement. Mais pour ceux qui n'ont pas accès à un traitement régulier, la meilleure chose à faire est d'éviter les sports de contact et de collision, ainsi que les activités à haute vitesse, car cela réduit le temps pendant lequel vous risquez de vous blesser.
Bien sûr, si vous avez accès à la prophylaxie, vous devriez pouvoir pratiquer ces sports sans contact avec une couverture prophylactique. Mais n'oubliez pas que chacun d'entre vous est un individu. Le choix des sports que nous pratiquons doit être un choix personnel et nous devons en discuter avec notre équipe d'hémophiles et notre physiothérapeute. Il faut penser à notre propre intérêt, aux habitudes locales et aux ressources dont nous disposons. Si vous parlez à votre physiothérapeute, il est très important qu'il vous considère comme un individu et pense à votre santé musculo-squelettique avant de décider des activités physiques que vous allez entreprendre. Lorsqu'on parle d'activité physique, on ne parle pas seulement de sport, mais aussi de la possibilité de promener votre chien ou d'amener vos enfants à l'école. Réfléchissez donc avec votre physiothérapeute ou avec votre équipe d'hémophilie à ce que vous pouvez et à ce que vous ne pouvez pas faire en toute sécurité. Pensez également à l'équipement de protection dont vous pourriez avoir besoin, comme un casque, ou si vous pratiquez un sport de contact, pensez à vous faire un protège-dents sur mesure pour éviter les traumatismes au niveau des dents et des tissus mous de la bouche. Le traitement de l'hémophilie ne se limite pas à la thérapie de remplacement des facteurs. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour vous aider à vous rétablir après une hémorragie et à retrouver votre niveau de forme antérieur. Une des choses les plus importantes que vous devez apprendre est le PRICE, P-R-I-C-E, qui signifie protection, repos, glace, compression et élévation. Si vous vous blessez, pensez à protéger votre blessure. Ne continuez pas à marcher si vous avez un saignement au genou. Reposez-vous. Si vous pouvez accéder à de la glace, ne la mettez pas directement sur la peau au niveau de l'articulation, mais utilisez une serviette entre la peau et la glace. Pensez à la compression. Un bandage de soutien peut vous aider. Asseyez-vous en mettant la jambe en hauteur. Lorsque vous vous remettez de ce saignement articulaire ou musculaire, vous devez reprendre progressivement vos activités physiques sous la supervision d'un kinésithérapeute si vous en avez un ou de votre équipe d'hémophilie. Ne reprenez pas d'activité si votre saignement n'est pas complètement résorbé, car vous allez saigner à nouveau et cela vous causera d'autres problèmes. Nous savons que pour les enfants hémophiles qui se remettent d'un saignement articulaire ou musculaire, le physiothérapeute et la famille doivent rester en contact étroit pour discuter des sports et des activités qui conviennent à l'enfant. Cela peut se faire par téléphone, par vidéo ou par Skype. Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'une rencontre en face à face. Nous revenons donc ici à l'utilisation des médicaments antifibrinolytiques et dans la recommandation 2.4.4, nous parlons de l'utilisation de l'acide tranexamique ou de l'acide epsilon aminocaproïque, soit seul pour les saignements de bouche simples, peut-être pour les personnes qui n'ont pas un bon accès au concentré de facteurs de coagulation, soit en conjonction avec les concentrés de facteurs de coagulation. Ils sont particulièrement efficaces pour contrôler les saignements des muqueuses. Si vous devez subir une intervention dentaire invasive, vous pouvez commencer ce traitement chez vous la veille et espérer ne pas avoir de saignement du tout. L'objectif du traitement de l'hémophilie est de traiter les saignements le plus rapidement possible, car nous savons que si nous y parvenons, nous réduisons les conséquences à long terme des lésions articulaires. Le moyen le plus simple d'y parvenir est d'effectuer les traitements à domicile. Évidemment, cela n'est possible que si les gens ont accès à des concentrés de facteurs de coagulation et peuvent les conserver chez eux. Cela vous donne l'occasion d'apprendre à vous autoperfuser et à vous soigner rapidement en cas de saignement. Cela signifie que vous vous rétablirez plus rapidement, que vous aurez moins de douleurs et moins d'invalidité à long terme. Mais cela signifie également que vous devez avoir des connaissances concrètes sur la façon dont vous saignez et sur le moment où vous saignez.
ainsi que sur le moment et la quantité de traitement à administrer. C'est là que l'équipe de prise en charge joue un rôle très important en vous fournissant une formation et un soutien en tant que patient. Comme patient et comme soignant, vous devez également comprendre les différences entre les avantages et les risques associés à certains traitements. Il faut savoir si vous recevez un traitement dérivé du plasma ou un produit recombinant. Encore une fois, il faut en parler à votre équipe de traitement de l'hémophilie, mais surtout, vous devez savoir quand vous avez un saignement, qu'il s'agisse d'un saignement articulaire ou musculaire, à quelle vitesse vous devez le traiter pour bénéficier des effets à court et à long terme du traitement. Dans la section 2.5, nous avons quelques recommandations sur l'autoprise en charge. Elles sont essentielles si vous êtes en mesure de le faire. Les parents d'enfants et les patients eux-mêmes atteints d'hémophilie devraient apprendre à gérer leurs soins à domicile et à s'auto-perfuser. Le prestataire de soins de santé doit surveiller votre capacité d'accès veineux tout au long de votre vie. Les veines deviennent plus difficiles ou plus faciles à utiliser selon la fréquence de leur utilisation et votre forme physique. Nous savons qu'une fois que vous avez reçu ce traitement, vous devez conserver un dossier détaillé du traitement, la raison pour laquelle vous avez été traité, le numéro de lot et le nombre d'unités. Cela vous permet de savoir comment vous réagissez au traitement, mais cela nous permet à nous, en tant que professionnels de la santé, de fournir toutes ces données pour montrer comment nous traitons l'hémophilie. Donc pour certains enfants, dans certaines régions du monde où la prophylaxie commence tôt, un dispositif d'accès veineux central peut s'avérer nécessaire. L'équipe d'hémophilie et les parents doivent en discuter. Je vais simplement vous parler de certaines situations que l'on peut rencontrer dans l'hémophilie à travers l'étude de cas de Simon qui est atteint d'hémophilie modérée. Simon n'a été traité que lorsqu'il avait des saignements. Il vivait très loin du centre d'hémophilie. Quand il était petit, il n'aimait pas s'y rendre, car il se rendait compte qu'aller à l'hôpital signifiait qu'il allait recevoir une injection. Cependant, en grandissant, il a appris que ses saignements s'amélioraient plus rapidement s'il les reconnaissait, s'il en parlait aussitôt à sa mère ou à son père et se faisait traiter. Souvent, les enfants, s'ils n'aiment pas venir à l'hôpital, s'efforcent de ne pas dire qu'il y a un problème. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il pouvait aller mieux rapidement grâce à un traitement précoce, Simon a réalisé qu'il avait des saignements en faisant certaines activités et qu'il ne voulait pas vraiment arrêter de faire ces activités. Il en a donc parlé à l'infirmière et au physiothérapeute de son centre d'hémophilie et il a trouvé un moyen sûr de continuer à faire ses activités et de se soigner à la maison, non seulement avec le facteur, mais aussi avec des choses comme le PRICE, donc glace, élévation et compression. Il s'est rendu compte qu'il pouvait vivre avec son hémophilie et il a appris à prendre en charge son hémophilie et à la contrôler. Une des choses que nous savons et sur lesquelles nous sommes de plus en plus intéressés à travailler parce que nous ne savons probablement pas très bien la contrôler, c'est à quel point il est douloureux d'être hémophile. Les nouvelles lignes directrices consacrent donc une grande partie du chapitre sur la prise en charge globale au traitement de la douleur. Nous sommes conscients que la douleur peut être aiguë lors d'un nouveau saignement et nous voulons utiliser des outils d'évaluation de la douleur appropriés lorsque vous dites que vous avez mal afin de déterminer la cause de votre douleur, car il ne s'agit pas toujours d'un saignement aigu. Et pour trouver la prise en charge appropriée, qui peut être la physiothérapie et la rééducation, nous comprenons que la pause répétée d'accès veineux pour administrer vos concentrés de facteurs de coagulation est aussi réellement douloureuse. C'est inconfortable et source d'anxiété, en particulier chez les jeunes enfants. Nous recommandons donc l'utilisation de sprays ou de crèmes anesthésiques locales lorsqu'elles sont disponibles pour limiter la douleur au niveau du site d'accès veineux. Nous savons qu'un saignement dans une articulation ou un muscle est très douloureux. Nous vous recommandons d'administrer immédiatement des concentrés de facteurs de coagulation pour arrêter le saignement, ce qui réduira la douleur en général, car cela réduira la taille du saignement. Mais il faut également poursuivre le traitement par le PRICE,
c'est-à-dire le repos, la glace, la compression et une attelle pour minimiser la douleur si nécessaire. Nous sommes également conscients que vous pouvez souffrir de douleurs dentaires, comme n'importe quelle personne peut souffrir de douleurs dentaires aiguës, et que ces douleurs doivent être traitées de manière appropriée par traitement antidouleur et une orientation vers un professionnel des soins dentaires pour une évaluation. Les patients hémophiles qui subissent une intervention chirurgicale ont des douleurs post-opératoires comme tout le monde. Nous conseillons ici une prise en charge appropriée de la douleur coordonnée avec l'anesthésiste ou avec le spécialiste de la douleur de l'hôpital. Il se peut que certaines personnes atteintes d'hémophilie prennent de fortes doses d'analgésiques tous les jours de leur vie pour gérer leur douleur normale et qu'en plus de cela, elles aient une douleur aiguë après une opération. Nous avons donc besoin de l'intervention d'un spécialiste pour aider à prendre en charge cette douleur. Nous recommandons que les patients soient traités de la même manière que les patients non hémophiles. Pour l'analgésie, il faut utiliser tous les stéroïdes, les opioïdes et les analgésiques simples, comme le paracétamol, pour mesurer que la douleur diminue. Le seul petit problème est que les anti-inflammatoires non stéroïdiens ne doivent pas être utilisés chez les personnes hémophiles car ils aggravent les saignements. Ainsi, à l'exception de quelques inhibiteurs de la cyclooxygénase 2, COX2, les anti-inflammatoires non stéroïdiens ne doivent pas être utilisés. De même, la voie intramusculaire pour l'administration de l'analgésique n'est pas conseillée car elle peut provoquer des saignements musculaires. Lorsque nous pensons à l'hémophilie, nous pensons aux personnes qui ont des articulations arthritiques, ce que nous appelons l'arthropathie hémophilique. C'est évidemment très douloureux. Outre l'analgésie et la prise en charge de la douleur, nous recommandons désormais un entraînement et des adaptations fonctionnelles, c'est-à-dire que nous vous demandons si nous pouvons faire quelque chose pour vous aider à marcher plus facilement. Ainsi, il se peut que vous ayez une jambe plus courte que l'autre. Par conséquent, un insert dans votre chaussure, comme changement fonctionnel de la marche, peut réduire votre douleur. Encore une fois, si vous avez besoin de contrôler la douleur, cela peut se faire par d'autres moyens que la simple analgésie. Par exemple, des choses comme la méditation, la distraction, la pleine conscience et la musicothérapie, dont l'efficacité est bien connue. Mais nous sommes conscients que l'hémophilie est douloureuse et que nous ne traitons pas bien votre douleur, que nous devrions faire mieux. Dans la recommandation 2.6.8, nous expliquons comment traiter la douleur avec du paracétamol s'il s'agit d'une douleur simple. Puis nous passons par tous les médicaments dont nous disposons pour traiter la douleur avec les inhibiteurs de la COX2, le tramadol et la morphine, mais en évitant les non-stéroïdiens dans la mesure du possible. Nous devons faire particulièrement attention à la codéine qui est très contre-indiquée chez les enfants de moins de 12 ans car elle se transforme en morphine lorsqu'elle est excrétée et peut être très difficile à gérer chez les enfants. Nous essayons de ne pas utiliser la codéine chez les enfants de moins de 12 ans. Nous savons que l'utilisation prolongée de certains de ces médicaments a par le passé entraîné une dépendance et des lésions organiques. C'est pourquoi nous surveillons attentivement la quantité d'analgésiques que vous utilisez. Cela ne signifie pas que nous voulons que vous souffriez, mais que nous voulons nous assurer que nous traitons la douleur en toute sécurité. C'est pour ça que nous pensons que les personnes souffrant de douleurs persistantes devraient être orientées vers des spécialistes de la douleur qui sont bien plus à même de prendre en charge la douleur chronique que nous, les cliniciens en hémophile. Si vous souffrez de douleurs chroniques associées à un handicap et que votre arthropathie hémophile est la cause de vos douleurs, nous vous recommandons de consulter un spécialiste en orthopédie pour
pour envisager une chirurgie orthopédique qui est traitée dans le chapitre. L'un des nombreux domaines où nous constatons de la douleur est celui des soins dentaires. On croit à tort que l'hémophilie augmente le risque de saignement des gencives et des dents par rapport à une personne non hémophile. En réalité, si vous saignez des gencives et des dents, c'est parce que vous avez une mauvaise hygiène buccale et c'est la cause du saignement, pas l'hémophilie. Nous recommandons vraiment aux personnes atteintes d'hémophilie de bénéficier des meilleurs soins et de la meilleure gestion dentaire possible. Les enfants hémophiles devraient être orientés vers un centre de soins dentaires dès que leurs dents commencent à pousser. Et ils devraient bénéficier d'une très bonne hygiène bucco-dentaire assurée par leurs parents au départ, puis par eux-mêmes au fur et à mesure qu'ils grandissent et deviennent capables de s'occuper de leurs dents. Pour les adultes atteints d'hémophilie, nous recommandons à nouveau que les patients aient accès à des soins dentaires appropriés pour les procédures, car de nombreux dentistes locaux ne voudront pas extraire les dents de personnes atteintes d'hémophilie et il est donc très important que ces personnes bénéficient d'une évaluation et de soins dentaires spéciaux supplémentaires. Pour prévenir tous ces saignements et les maladies parodontales, ainsi que les caries dentaires et pour les extractions dentaires, nous recommandons vraiment aux personnes atteintes d'hémophilie de bénéficier des meilleurs soins dentaires et buccaux préventifs dans le cadre du traitement complet de leur hémophilie. Cela implique, dans la recommandation 2.7.5, une très bonne éducation sur l'importance d'une bonne hygiène buccale pour prévenir ces problèmes et ces complications. Il s'agit d'un simple brossage des dents avec une brosse à dents à texture souple ou moyenne. Le dentifrice doit contenir du fluor pour éliminer les dépôts de plaques. Il ne faut pas rincer le dentifrice mais le garder dans la bouche. Crachez mais ne rincez pas la bouche car en fait le fluor est vraiment très bon pour vos dents. Il faut également utiliser du fil dentaire ou des brosses interdentaires. Nous devons cependant penser aux personnes qui souffrent d'arthrite au niveau du coude ou de l'épaule et dont la mobilité peut être réduite. Dans ce cas, ces personnes ont peut-être besoin d'une modification de leur brosse à dents, c'est-à-dire d'un manche plus long, ou peut-être d'une brosse à dents électrique ou d'une aide pour l'utilisation du fil dentaire. Les personnes atteintes d'hémophilie doivent donc subir des extractions dentaires et d'autres procédures invasives dans leur bouche, de sorte qu'elles peuvent avoir besoin d'une biopsie des gencives ou d'un implant dentaire. Il n'y a aucune raison pour qu'elles n'en bénéficient pas. Ce n'est pas parce que ces personnes sont hémophiles qu'elles ne peuvent pas bénéficier de bons soins dentaires et d'une chirurgie si nécessaire. Nous recommandons donc aux patients d'utiliser, comme nous l'avons dit précédemment, de l'acide tranexamique ou de l'acide aminocaproïque comme traitement d'appoint à la gestion des interventions dentaires. Cela doit être planifié très soigneusement avec le dentiste et avec l'équipe d'hémophilie. Il se peut que les soins prodigués soient faits de manière adéquate avec seulement de l'acide tranexamique et ou avec de l'acide aminocaproïque et qu'il ne soit pas nécessaire de recourir à une thérapie de remplacement de facteurs. Nous devons être conscients que les patients doivent avoir une alimentation de consistance molle et un brossage délicat autour du site de la plaie lorsqu'ils ont subi des extractions, et cela pendant 3 à 5 jours pour éviter de perturber le caillot et de faire saigner à nouveau l'alvéole. Nous savons que cela les aide à guérir. Nous avons beaucoup parlé de la prise en charge des enfants et des adultes atteints d'hémophilie dans des centres de soins complets et nous avons 2 problèmes que nous négligeons parfois. Le premier problème est que les enfants sont souvent soignés dans des centres pédiatriques ou pour enfants et qu'ils doivent à un moment donné passer dans un hôpital pour adultes. Mais nous savons aussi que les enfants qui sont dans un centre combiné doivent passer des soins pédiatriques aux soins pour adultes. Nous devons réfléchir soigneusement
à la façon de procéder pour ne pas perdre ces jeunes gens lorsqu'ils passent aux soins pour adultes. Car c'est à ce moment-là que nous voulons qu'ils pensent à devenir autonomes, à quitter la maison et à assumer l'entière responsabilité de leurs soins personnels. La transition est donc un processus qui doit commencer dès l'âge de 6 ou 7 ans. Lorsque nous commençons à informer les garçons sur l'hémophilie et l'autoprise en charge de leur santé, jusqu'à l'âge où ils peuvent assumer de petites responsabilités dans le cadre de la prise en charge des adultes, soit 16 ou 18 ans, voire plus. Nous devons donc faire cela de manière sûre et stratégique. Nous avons besoin d'un plan de transition qui implique non seulement le jeune hémophile, mais aussi ses frères et sœurs et ses parents. Nous devons nous rappeler que certaines de ces sœurs peuvent être des filles porteuses de l'hémophilie ou atteintes d'hémophilie légère. Elles peuvent donc aussi avoir des problèmes de saignement. Nous devons réfléchir au moment opportun pour chaque patient. Il devrait s'agir d'un stade de développement et non d'un âge. Nous devons procéder de manière individualisée et nous assurer qu'il y a un soutien supplémentaire lorsque ces personnes passent à l'auto-prise en charge ou lorsqu'ils quittent la maison, afin qu'ils ne se sentent pas sans soutien et perdus. Voici le cas d'une bonne transition. Il s'agit de James qui avait 2 ans lorsqu'on lui a diagnostiqué une hémophilie sévère. Il n'y avait pas d'antécédents dans sa famille. Ses parents ont appris à s'occuper de lui dès son plus jeune âge lorsqu'il a commencé à recevoir une prophylaxie. À l'âge de 10 ans, James est allé en colonie de vacances. Il a rencontré d'autres garçons atteints d'hémophilie dans un camp. Et pour la première fois, il les a vus faire leurs propres injections et il a eu envie d'apprendre à s'auto-injecter pour devenir plus indépendant. À l'âge de 16 ans, James était capable de gérer ses propres soins. Il comprenait la nécessité d'un traitement, il comprenait pourquoi il devait faire de l'exercice pour ses articulations et pourquoi il devait revenir au centre d'hémophilie pour un suivi. Ainsi, en pédiatrie, toute l'éducation que nous faisons, nous la faisons avec les parents au début, au moment du diagnostic. Et il est très important de revoir cette éducation avec les jeunes eux-mêmes par la suite, afin qu'ils comprennent pourquoi nous faisons ce que nous faisons, et ce qui est très probablement différent de ce que nous faisions il y a 16 ans lorsqu'ils ont été diagnostiqués. Dans le cas de James, il est passé à l'hôpital pour adultes et il est devenu un compagnon pour les jeunes garçons atteints d'hémophilie. C'est un bon modèle pour d'autres jeunes hémophiles et c'est ce que nous voulons voir, ce réseau de soutien par les pairs. Dans la section 2.8, nous avons quelques recommandations sur la transition entre les soins pédiatriques et les soins pour adultes. Le plus important est que les enfants et les adolescents soient soutenus dans leur éducation continue et le développement de leurs compétences. Ainsi, une fois qu'ils arrivent aux soins pour adultes, ils ne sont pas censés tout savoir sur l'hémophilie. Ils continuent à être éduqués par l'équipe adulte pour comprendre les connaissances de leur auto-prise en charge et de leurs conditions au fur et à mesure qu'ils évoluent vers l'âge adulte. Dans l'idéal, si c'est possible, l'équipe de prise en charge globale devrait se transformer légèrement à ce stade. Ainsi, la première visite, ou peut-être les visites suivantes, devrait être effectuée par les équipes de soins complets de l'hémophilie pédiatrique et adulte, si possible. Dans le cas des adolescents hémophiles sous prophylaxie, nous recommandons que l'infirmière coordinatrice dispense une éducation et une formation individuelle afin d'assurer une connaissance adéquate de l'hémophilie et de soutenir la prophylaxie à cette période difficile de l'adolescence où l'adhésion et la gestion des soins personnels peuvent vaciller légèrement. Il est nécessaire d'avoir une connaissance et une compréhension réelle des raisons pour lesquelles l'adhésion au traitement ou le fait de le suivre au bon moment est une chose importante, ainsi que des facteurs et des risques qui peuvent entraîner des changements dans les taux de saignement. Nous savons que c'est une période où les jeunes hommes repoussent les limites pour voir ce qu'ils peuvent et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Ils peuvent le faire tant que nous avons une bonne relation avec eux et qu'ils peuvent le faire en toute sécurité.
Nous recommandons également qu'entre l'âge de 12 et 18 ans, même peut-être un peu avant, comme dans le cas de James, ces jeunes participent à des camps d'hémophilie adaptés à leur âge, afin de favoriser le soutien par les pairs entre jeunes hémophiles. Parfois, ces jeunes hommes ne connaissent personne et c'est la première fois qu'ils rencontrent quelqu'un d'autre, et c'est très important dans leur croissance et dans leur compréhension de la vie. En conclusion, l'équipe multidisciplinaire de soins complets favorise les meilleurs soins et résultats pour les personnes atteintes d'hémophilie, ce qui inclut l'éducation et le soutien de la personne atteinte, de sa famille et de ses soignants. Leur engagement dans l'équipe de soins complets est vraiment important pour garantir des soins individualisés et adaptés à l'âge de toutes les personnes atteintes. Les compétences d'auto-prise en charge devraient être enseignées à toutes les personnes atteintes d'hémophilie afin de leur garantir les meilleurs résultats possibles, quel que soit l'endroit où elles se trouvent dans le monde, et pour leur garantir une vie bien vécue. Je tiens à remercier l'Hemophilia Alliance pour son soutien à l'élaboration de cette présentation. Je vous remercie de m'avoir écouté.